Merci aux premiers tipeurs qui ont donné sur le Tipeee de la chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil en tout cas si jamais vous avez envie de donner, ça me ferait très plaisir. Il y a un chef-d'œuvre qui se cache dans cette vidéo, je vous laisserai le trouver. Depuis plusieurs années, la saison estivale est l'occasion pour les grosses productions américaines de sortir leurs blockbusters, mais aussi leurs gros films de cinéastes connus. Sur la moyenne 2017-2019, le mois récupérant le plus d'entrées en France est le mois de juillet. Un mois où les gens se mettent à avoir plus de temps libre et des week-ends plus tranquilles, ce qui leur donne l'occasion d'aller se divertir au cinéma. La stratégie américaine a donc souvent tendance à bien fonctionner à cette période. Et autant l'année 2022 avait été assez légère à ce niveau-là en raison de la période Covid encore assez présente, il n'y avait eu que 2 blockbusters qui étaient sortis, à savoir Thor 4 et Bullet Train. Autant l'année 2023 s'annonce comme une période ultime pour les studios pour relancer toute la machine. Il y a eu par exemple Élémentaire, le nouveau Pixar, ou encore le 5e Indiana Jones rien qu'à la fin du mois de juin. En juillet, le 7e Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan. Il y a aussi le prochain Disney, La Maison Hantée. Et en août, la suite du film d'action débile En eau trouble, l'adaptation du jeu vidéo Gran Turismo, le prochain Marvel Blue Beetle et la suite d'Equalizer avec Denzel Washington, Equalizer 3. Un paquet de grosses productions et de suites qui, on va pas se le cacher, a plutôt mal démarré. Élémentaire rentre un nombre d'entrées inférieur à ce qui était attendu par les studios, et le 5e Indiana Jones bide. Même si la France reste un marché important pour ce genre de production, les films bident particulièrement là-bas, aux États-Unis. La faute à une disponibilité trop rapide du film sur les plateformes de streaming. Mais surtout, le pays fait face à une nouvelle crise, la grève des scénaristes et des acteurs, qui dénoncent leurs terribles conditions de travail, leurs salaires misérables et leur manque de considération en tant qu'auteurs, amplifiés par l'arrivée des plateformes dans le marché, ainsi que la volonté des studios de les remplacer par des intelligences artificielles. Une grève importante qui a fait suspendre bon nombre de grosses productions pour l'année prochaine. Des films prévus au cinéma, comme des séries Netflix, comme par exemple Stranger Things. Le soutien est évidemment total, ce qu'il se passe là-bas pour le cinéma est catastrophique, et on espère que la grève permettra des changements drastiques dans l'industrie, même s'il est difficile d'y croire. Bref, c'est dans cette période trouble qu'Hollywood met le paquet sur cet été 2023, qui sera sûrement décisif pour eux au niveau des entrées enregistrées. Et si Élémentaire et Indiana Jones 5 ont un peu bidé, de même par ailleurs pour la première semaine du Mission Impossible 7 qui obtient des résultats assez décevants, nul doute que l'effet de Barbie et Oppenheimer, 2 films attendus qui sont sortis le même mercredi en France, va très certainement remplir les salles de cinéma. Et c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Le coup de com' est en effet assez monstrueux puisqu'un duel un peu imaginaire a envahi les réseaux sociaux, présentant les 2 films comme des alliés se faisant une petite guéguerre pour savoir lequel fera le plus d'entrées. Un coup de com' que Warner et Universal Pictures ont bien sûr exploité, créant l'effet Barbenheimer. En se cachant sous une forme d'autodérision, les 2 studios parviennent à faire parler de leurs films partout. Et le petit côté conflit mignon accentue la curiosité chez les gens. C'est malin de leur part d'avoir profité de ça, même si depuis tout à l'heure, on ne parle pas vraiment d'art, mais plutôt de marketing. Et le premier à jouir de ce succès semble être Barbie, réalisé par Greta Gerwig, qui s'annonce comme un énorme succès à venir. Les attentes du box-office sont importantes, on attend un chiffre presque aussi fulgurant que celui de Super Mario Bros en avril dernier, qui avait cartonné dans le monde entier. Et en France aussi. Barbie est commanditée par Mattel, l'entreprise à l'origine de ces jouets, qui, il y a déjà quelques années, rêvait de marcher sur les traces d'Hollywood. Aujourd'hui, elle a déjà une quinzaine de films de prévus sur leurs jouets. Quand le projet fut proposé à Greta Gerwig, elle hésita 1 an avant de se lancer dans l'aventure. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de ces grosses productions, le ou la cinéaste n'a pas les mains libres, le studio détenant les droits, et une grande partie du budget a son mot à dire sur la manière dont le scénario sera présenté, mais aussi dans la mise en scène. L'entretien qui détient la marque, pareil. Ce qui laisse déjà un choix artistique restreint au cinéaste. Et avant sa sortie, le film a disposé d'une campagne marketing abusive, à la limite du harcèlement, entre les effets Google quand on recherche les noms des acteurs, les marques comme Burger King qui ont créé un burger rose pour l'occasion, les affiches partout et le fameux effet Barbenheimer. Et s'ajoute à cela les partenariats avec Starbucks, mais aussi Airbnb qui a refait la maison de Barbie et qui l'a fait louer, les bancs en rose, mais aussi évidemment tous les futurs produits dérivés qui s'en suivent, comme le maquillage, les rollers dans le film, mais aussi quelques costumes. Le film était inévitablement aperçu partout. Alors pourquoi je vous raconte tout ça avant de parler du film? Parce que Barbie est le résultat flagrant d'une publicité géante, cachée sous un texte féministe et progressiste, mais qui ne va jamais concrètement l'analyser et en faire quelque chose d'intéressant. Et je suis honnêtement sidéré
par l'enthousiasme quasi unanime quant à la prétendue subversion du film, alors que le long métrage est tout ce qu'il y a de plus lisse dans la manière de dénoncer le rapport de force systémique. Et nul doute que certains youtubeurs masculins réagiront mal à ce film en disant qu'il fait du mal aux hommes, donnant raison à celles et ceux qui le défendent. Le message du film est clair, l'idée est de dénoncer, sous un aspect ludique et comique, la figure de la poupée Barbie, longtemps représentée comme la femme parfaite et idéale, que l'on donnait aux petites filles pour leur montrer en gros ce que c'était un peu que d'être une femme. Une idéologie aujourd'hui évidemment réactionnaire, et qui fut discutée et dénoncée par des figures féministes il y a déjà une trentaine d'années. C'est donc un message qui est sur la table depuis un moment, et le patriarcat systémique, particulièrement aux États-Unis, est aussi discuté depuis longtemps. La surprésence des hommes, leur volonté de dicter le choix de vie des femmes, les remarques dans la rue. Enfin bref, sur le papier, même si le message n'est pas tout récent, il est bien sûr toujours d'actualité. Et faire un film dessus n'a rien de reprochable, bien au contraire d'ailleurs. Faire un film populaire pourrait être un moyen d'élever les consciences et de démontrer que le sexisme est partout dans la société. Mais petit problème, ces messages progressistes, portés sur le féminisme ou l'écologie par exemple, sont aussi des moyens de se faire pas mal d'argent sous prétexte que l'on adhère au mouvement. Et c'est exactement ce que fait Mattel dans Barbie. Sous couvert de dénoncer ce sexisme, le film ne prend absolument aucune pincette. Les hommes sont certes souvent moqués, et par ailleurs le personnage de Ken, interprété par Ryan Gosling, m'a pas mal fait rire tant il est ridicule, mais on leur reproche jamais directement le problème. C'est fait avec un tel lissage que la profondeur de la thématique n'en est que très survolée. De plus, le récit initial portant sur la Barbie ayant une crise existentielle est complètement évacué alors que c'est là que le film aurait pu être intéressant. En allant dans le vrai monde pour tenter de retrouver celle qui jadis jouait avec la poupée, l'idée de conflit générationnel était intéressant. Je m'explique. Quand Barbie décide d'aller dans le vrai monde, elle rencontre une jeune fille de 16 ans. Fille d'une mère qui, dans son enfance, jouait avec la poupée et a donc grandi bien plus dans cette époque où l'on rangeait les femmes dans des cases. Or, cette jeune fille voit Barbie sous un mauvais œil car représentative d'une idéologie dépassée. Le conflit ici est intéressant, de même lorsqu'on rencontre la mère qui a un aspect nostalgique de la poupée qui représente son enfance alors qu'elle est sujette à des problèmes sociétaux et sociaux que sa fille semble prendre bien plus conscience. Mais ça sera totalement évacué. La famille suivra les soucis de Barbie sans problème et le conflit n'aura jamais lieu. On préférera nous montrer la course-poursuite la plus immonde de cette année, filmée comme une publicité pour Chevrolet, ça m'étonnerait pas que d'ailleurs la marque soit partenaire, et faire de ces personnages des archétypes tout aussi ridicules et clichés que la figure de Barbie. Alors que justement le contraste entre le stéréotype de la Barbie et la femme dans le monde réel était justement l'occasion de mettre en nuance le conflit de cette idéologie. Mais plutôt que d'approfondir le sujet, le film reste dans une dichotomie banale, rendant les hommes ridicules, ce qui est certes assez drôle à certains moments, mais qui ne sera jamais approfondi autrement que par l'humour. Résultat, un paradoxe se crée. Le personnage de Ken est bien plus présent et marque plus les esprits, car il est débile, drôle et surtout la fin du film lui consacre des séquences de chorégraphie et de chant qui sont, à mon sens, les seules scènes qui insufflent un tant soit peu du cinéma. On va d'ailleurs revenir là-dessus juste après. Mais du coup, le jeu et le personnage de Margot Robbie, qui essaie de transformer la façade de la poupée en humaine, est complètement lissé, assagi, et ne reflète rien d'autre que la banalité du message. Oui, dans le monde réel, c'est plus dur. Pourquoi? Comment? Parce que c'est comme ça. Aucune réflexion sociale ou sociétale, juste c'est comme ça et il faut faire avec. C'est quand même dommage de se prétendre féministe en balançant juste le principe, sans jamais lui apporter du concret dans les rapports hommes-femmes. Et surtout, tout est explicatif. Ce sont des discours à rallonge qui sortent de nulle part, des phrases sorties ironiquement par les personnages pour accentuer leur propre absurdité. Alors, c'est drôle parce que c'est pas trop mal joué, mais c'est parfois aussi assez mal écrit et prévisible. Et puis il n'y a aucune ambiguïté, aucune nuance apportée dans les personnages, que ce soit les Ken ou les hommes dans le monde réel, pareil pour les Barbie et les femmes du monde réel. Mais du coup, quel intérêt? Puis bon, le soi-disant méchant campé par Will Ferrell, qui est toujours très drôle par ailleurs, jouant le PDG de Mattel, qui se révèle être aussi très gentil, bon c'est vraiment insupportable. Il n'y a aucun conflit, le film est gentil avec tout le monde, se prétend subversif, juste parce qu'il balance 2-3 répliques féministes, mais l'image est complètement laissée de côté. Et d'ailleurs, il est aussi là le problème. Son formatage fait aussi qu'il n'est pas intéressant cinématographiquement. La mise en scène se soumet à quelques travelling, des chants contre chants classiques, un montage surdécoupé pour surrythmer les blagues, et des personnages incroyablement fades qui ne rencontrent jamais d'opposition. Même si le décor et les costumes sont plutôt bien pensés et que cela relève d'un gros travail sur le détail et la direction artistique, la mise en scène ne les met jamais vraiment en valeur. Et le fait que tout soit filmé de la même manière, très rapidement, fait que le film n'est jamais prenant ou immersif, jamais intéressant visuellement malgré ce panel de couleurs.
son côté Truman Show ne prend pas effet. Et franchement, je voulais pas spécialement voir le film ou alors en parler, mais ça me rend vraiment dingue de voir que l'on puisse le voir comme un film au message fort. Je trouve que ça en dit long sur notre perception du cinéma américain et de sa manière de délivrer du message. C'est littéralement du pinkwashing d'entreprise, une pub cachée où Mattel est omniprésent et se cache derrière l'autodérision pour nous délivrer ses produits dérivés. Et le talent de Margot Robbie qui est douée dès lors qu'elle est bien dirigée, de même pour Ryan Gosling, ça sauve pas le film forcément. Et c'est ça par ailleurs qui empêche le film de sortir de sa consensualité à outrance. Peut-être que sans autant de budget et de dépendance à des entreprises, le film aurait su sortir de ce moule et être sûrement une comédie vraiment subversive. Et puis surtout ça me rend fou parce que quand on voit un film comme Énorme par exemple, une comédie française avec 10 fois moins de budget, qui se fait détruire alors qu'il est un film bien plus féministe que Barbie, on comprend que le message peut être bien plus subtil et surtout s'articuler dans un réel qui touche vraiment les gens. Quand on voit le dernier film du réalisateur turc Ceylan, où le personnage de Nuria, femme indépendante ayant survécu à un attentat, se retrouve face à l'opportunisme des hommes, on voit que l'on peut créer un profil féminin complexe et ambigu fort, une vraie figure féministe. Quand on voit le cinéma de Justine Triet, qui s'amuse aussi avec les stéréotypes sexistes pour livrer des messages forts sur les violences conjugales et leur côté systémique, quand on voit la manière qu'a la réalisatrice américaine Kelly Reichardt de mettre en valeur dans la plus grande simplicité des femmes normales de classe prolétaire ou moyenne, dans un monde dirigé par les hommes, parfois sous un angle un peu comique, on sait que le féminisme, dès lors qu'il est compris et surtout utilisé habilement de manière à faire un film de cinéma, montre les rapports de force sans être poussif, il est touchant car il montre que les mentalités changent et que l'on peut faire des expériences esthétiques et visuelles très intéressantes de par le montage et la manière de filmer, très propre à son auteur. Alors je rajoute rapidement aussi, même si j'en parle plus tard dans la vidéo, qu'un film populaire n'a évidemment pas besoin d'être radical dans ses intentions artistiques et politiques. Et de toute façon actuellement ça serait compliqué comme beaucoup d'argent est à chaque fois en jeu. Mais je trouve ça inquiétant que Barbie se vante d'être un film engagé. On doit démontrer que ce n'est absolument pas le cas, sinon on s'éternisera à l'avenir sur des films américains, prônant une belle parole qui ramollit sans jamais la mettre en scène, contrairement aux quelques films et cinéastes que j'ai cités. Au mieux on peut trouver Barbie assez rigolo, mais pour moi ça s'arrête là. Alors certes, ce ne sont pas forcément des films populaires qui ont une vocation mercantile, mais il est là justement le problème. Pourquoi un film dépendant d'une entreprise qui capitalise sur un message certes juste, mais qui l'utilise à ses fins pour créer un didactisme à outrance en cachant ses intérêts maladroitement, devrait être un symbole, un film à montrer aux enfants pour qu'ils comprennent? Je suis pas du tout d'accord. J'ai vu passer ça sur Twitter, je trouve ça assez ahurissant. Le film ressemble à n'importe quel autre film passé à la moulinette par les studios et ne pousse jamais à la réflexion, même s'il prétend le faire en jouant justement avec les émotions. Mais comme je suis un homme, je sens qu'on va me reprocher de ne pas saisir le sujet du film. Bon, je pense être assez renseigné et je trouve ça assez réducteur, mais soit je peux le comprendre. Mais il y a des femmes dans le champ critique qui n'ont pas aimé Barbie pour des raisons à peu près similaires aux miennes. La question se pose donc et n'est pas aussi simple que de dire que c'est parce que je suis un homme. Par ailleurs, Le Monde, qui ne dispose certes pas des plus grands critiques de cinéma mais qui offre parfois des points de vue pertinents sur un film, a critiqué Barbie. Et l'article est écrit par Muriel Joudet, qui est une critique que j'aime plutôt bien, qui a participé à l'émission du Cercle sur Canal+, et qui a écrit quelques ouvrages sur le cinéma assez intéressants, notamment sur le rapport qu'entretiennent les actrices avec la vieillesse féminine. Je remercie par ailleurs Mim Van Hossen qui m'a filé l'article, et dans sa critique, elle dit notamment ceci. Si les détails sont signés Gerwig, la réalisatrice, le tableau général appartient au studio et à Mattel, qui parvient à sauver sa camelote des assauts d'une critique trop acerbe. De retour de leur voyage dans le vrai monde, Ken a rapporté dans ses bagages les mécanismes du patriarcat qu'il compte bien imposer à Barbieland. C'est le monde réel qui a vicié Barbie. Voilà en substance la pirouette que nous vend la dernière partie, qui délaisse peu à peu l'idiotie ludique pour un girl power des plus opportunistes. Paradoxalement, ranger toutes les héroïnes sous le même étendard contribue à leur retirer le peu de singularité qu'il leur restait, tout cela au profit de Ken, puissant fond de crétinerie qui rehausse la fadeur idéologique de la conclusion. Sous la dérision kitsch, Barbie a des allures de premier bilan du Hollywood post-Covid, résumant plusieurs tendances jusqu'ici éparpillées. L'auteurisme définitivement dévoré par l'hégémonie des franchises, l'ironie permanente et la postmodernité comme impasse narrative, la familiarité rassurante comme valeur refuge d'une industrie en pleine crise morale. Enfin, c'est sans doute là le plus pénible, la défense d'un féminisme néolibéral et infantilisant, ce fameux empowerment cuisiné à toutes les sauces, devenu la façade respectable d'un capitalisme décomplexé. Avec une dizaine d'autres projets en préparation, l'offensive Mattel Film a commencé. Barbie n'est qu'un nouveau cas de fétichisme de la marchandise gonflée aux dimensions d'un blockbuster estival. Je trouve ça très bien écrit, je trouve ça assez juste.
Et c'est sa conclusion, mais elle dit ça aussi dans sa critique que je trouve intéressant. Partout, tout le temps, Greta Gerwig et Noah Baumbach, son co-scénariste et compagnon, semblent gesticuler en tous sens pour prouver qu'ils gardent la main sur le film, faisant fi des prérogatives de ses employeurs et de l'ambition directive avouée par Elon Kress, PDG de Mattel, passer d'une entreprise de fabrication de jouets qui fabrique des articles à une entreprise de propriété intellectuelle qui gère des franchises. L'histoire du cinéma américain n'est faite que de ça. Des mavericks, francs-tireurs en anglais, repérés par Hollywood et persuadés de parvenir à défendre leur vision, à pirater la commande. Mais ici, cette liberté n'est qu'affaire de détails scénaristiques, de clins d'œil accumulés à un rythme abrutissant, et on croule sur l'information qu'aucune mise en scène ne viendrait organiser. C'est QFD. Et il est là aussi le souci de ce genre de production formatée. Comme ça veut plaire à tout le monde pour attirer le maximum de spectateurs, ça devient très lisse. Et c'est l'objectif prochain d'Hollywood. Les films de super-héros sont de plus en plus délaissés, car depuis maintenant 2-3 ans, ils font moins d'entrées et sont moins rentables. Les franchises et sagas vont donc se tourner autre part, où une certaine rentabilité se révèle importante. Les adaptations de jeux vidéo mondialement connus et les jouets d'enfance. Ces deux aspects ont un rôle commercial non négligeable pour l'industrie. La nostalgie pour certains, mais aussi la continuité du succès dans le temps de l'autre. Super Mario Bros a profité de ce doux mélange. Entre les fans de Mario de la première heure et les enfants y jouant encore aujourd'hui, il a récolté un pactole conséquent qui le hissera très certainement à la fin de l'année comme le plus gros succès de 2023. Barbie en profitera aussi, ainsi que tous les autres projets à venir. Mais après, au mieux, si on a suffisamment de recul et qu'on veut être plus tolérant sur le film, c'est une comédie potache avec quelques blagues et dialogues qui font mouche. Là-dessus, je ne peux pas cacher le fait que j'ai ri à plusieurs moments. Mais parlons un peu politique. Cet aspect purement capitaliste et commercial du cinéma, ça fait partie du jeu. Quand un art se révèle rapporter beaucoup d'argent, les lois du marché s'en emparent. C'est quelque chose politiquement qu'on peut dénoncer et j'essaierai toujours de mettre bien plus en avant un cinéma plus discret, plus indépendant et bien plus puissant et intéressant. Mais malgré cet aspect, il y a des films commerciaux qui sont pas mal, qui réussissent leur pari de divertissement en proposant du cinéma-spectacle qui peut être de qualité, même dépendant d'une marque. L'exemple de la grande aventure Lego est souvent pris en exemple, mais je n'ai plus beaucoup de souvenirs du film donc je vais m'abstenir. Mais en lissant des productions, en ne gardant presque que l'aspect publicitaire comme Mario ou Barbie, on transforme ce cinéma-spectacle en pur produit mercantile, aggravant et dénaturant les procédés cinématographiques, mais aussi leurs histoires qui est partie intégrante du cinéma populaire aujourd'hui. De plus, leurs critiques à leur égard deviennent presque mal vues par les gens, estimant qu'on ne devrait pas critiquer cinématographiquement un film comme cela parce que ça prétend pas être un chef-d'œuvre, c'est fait pour faire plaisir aux fans. Je trouve ça inquiétant, on peut faire plaisir à des fans d'une franchise de jeux vidéo, de jouets ou d'autres choses sans tomber dans un lissage démesuré et une publicité nauséabonde cachée par des beaux messages. La limite est d'ailleurs souvent là car ils ne font pas des films qui seraient profondément médiocres. Le fait qu'ils soient lisses les rend regardables, et il est là le piège. C'est de la bonne publicité, mais le cinéma en prend un coup. À l'avenir, tout risque de se formater encore plus, au détriment d'une intention artistique plus indépendante. Alors je pense qu'inverser la balance est évidemment économiquement impossible actuellement, c'est beaucoup d'adverbes, mais par contre on peut populariser des œuvres accessibles qui peuvent délivrer des messages féministes forts qui ne rentrent pas dans une logique de capitalisation et qui ne dépendent pas de mastodontes. Là-dessus, si ça vous intéresse, je ne peux que vous conseiller récemment le cinéma de Justine Triet, Sophie Le Tourneur, Kelly Reichardt, dans un style plus exigeant le cinéma de Claire Denis et son rapport au corps sous un point de vue féminin, le film Saint-Omer, le documentaire Atlantic Bar qui livre le portrait d'une gérante d'un petit bar à Arles, au cinéma Les filles d'Olpha est aussi un joli documentaire qui conte le récit d'une mère, Les herbes sèches qui livre le portrait d'une femme complexe très intéressante, et cette semaine sort Paula, un film français qui relate l'effet d'emprise d'un père sur sa fille. Alors oui, ce ne sont pas des films populaires, mais le simple fait qu'ils existent et s'échappent des lois du marché mérite qu'on y accorde de l'attention d'un point de vue artistique et cinématographique. Parce qu'il y en a des films comme ça, ils sont juste cachés sous la masse. Et je pense que ce genre de film, montré à des enfants, ça donne des leçons bien plus pertinentes sur le réel, le féminisme, le sexisme, tout en leur montrant une qualité indéniable et incomparable à des produits populaires et formatés comme Barbie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à me rejoindre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne et à faire un tour sur mon Tipeee si jamais vous avez envie de donner pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.